Et, ok, thank you. Et donc, l'important, c'est ce que beaucoup de femmes en milieu rural, dans les écoles, vivent cette situation dramatique. Nous n'avons pas une étude nationale exhaustive pour apprécier l'ampleur du phénomène. Et quelques études parcellaires ont été réalisées par la Fondation Claudine Talon et par Catholic Relief Services qui montrent l'importance du sujet. Et ça a été reconnu aussi au niveau international quand on dit qu'il faut attacher une attention particulière aux filles, aux femmes et aux personnes vulnérables pour pour pouvoir évaluer cet aspect des ODD, de la cible 6.2 des ODD, il fallait trouver un indicateur. Donc, c'est pas la gestion de l'hygiène naturelle qu'on pourrait évaluer cet aspect-là. Bref, l'important, je l'ai dit, ça touche la vie de l'homme, ça touche les droits de l'homme, ça touche le bien-être des femmes, ça touche l'éducation, ça touche le genre, ça touche l'égalité. Où est-ce que nous en sommes au Bénin? Il faut avouer tout de suite, hein, pour ne choquer personne, que ce n'est pas une priorité nationale. Et Madame Didier, ce matin, dans son intervention, a dit qu'il y a des traces dans la stratégie nationale pour l'hygiène, la promotion de l'hygiène, de l'assainissement, quelques traces dans le code de l'hygiène publique qui sera voté probablement par les députés. Mais c'est vraiment quelques traces, on n'en a pas fait une stratégie nationale. Et ce n'est pas seulement au Bénin, c'est dans la plupart des pays. Et vous allez voir, le thème de cette année, c'est action et investissement pour la santé et l'hygiène publique. Ce n'est pas venu par hasard. C'est pas venu par hasard parce qu'on a constaté que les bailleurs de fonds investissent plus dans la santé reproductive, sexuelle et reproductive que dans l'hygiène, la gestion de l'hygiène menstruelle spécifiquement. Parce que pour eux, ils se disent que c'est compris dans la santé reproductive et la santé sexuelle et reproductive. Ce n'est pas évident. Les études ont montré que on a tellement de problématiques dans ce secteur-là que la gestion de l'hygiène menstruelle tend à être négligée. Je vais aller rapidement pour vous montrer quelle est la problématique aujourd'hui. C'est le tabou. C'est le silence autour de ces tabous-là. C'est la gestion des déchets qu'on en fait parce que c'est un phénomène naturel, il faut le montrer. Et les produits principaux obstacles qu'on a vu, on a vu qu'il y a manque d'information. Je ne connais pas le pourcentage, je ne maîtrise pas très bien le pourcentage, mais on est en train de voir que 60% des filles qui arrivent à la première règle n'ont aucune information au départ. Et donc, elles sont surprises avec ces règles-là. Nos mamans ne communiquent pas. Et en plus, nos mamans même savent très peu de la constitution de leur corps. Et donc, il faut travailler sur l'information. La deuxième chose, c'est les produits. Les produits menstruels, et il y en a de traditionnels, il y en a de modernes, il y en a de jetables, il y en a d'usages multiples et avec leurs conséquences. Après, c'est les infrastructures qui ne sont pas adaptées, et surtout en milieu scolaire. Et nous allons discuter de ça après. Et les normes et politiques en la matière. Vous savez, on a cherché dans la Bible pourquoi on fait tellement de mythes autour des mentions, on n'a pas trouvé dans le Coran. Et ça, il y a une étude louable qui a été réalisée au Sénégal où on a que le Coran promeut même une attention particulière aux femmes qui sont en menstrues parce qu'elles donnent la vie. Déconstruire les mythes et les tabous, comme vous l'avez dit, ça a besoin qu'on informe, qu'on sensibilise. C'est l'objet de cette journée. Et nous allons déconstruire cela en allant vers les chefs, d'abord en allant vers ceux qui font la politique, les décideurs, les leaders d'opinion. Et puis, nous-mêmes, je ne sais pas si nous savons suffisamment de quoi nous parlons. Et donc, il faut qu'on puisse renforcer tout ce que nous avons commencé ici, la formation des formateurs, et faire en sorte que les curricula scolaires puissent prendre en charge cette partie-là.
Et les milieux où la gestion de l'hygiène menstruelle sont à étudier dans l'action, c'est, on a dit, c'est le milieu scolaire, c'est un milieu communautaire, mais c'est les institutions et places publiques. Vous allez dans nos marchés, il y a rien du tout. Vous allez dans les centres de santé, pratiquement rien. Même là où on devait avoir un recours, il y a pratiquement rien. Et c'est sur ces aspects-là qu'il faudra travailler. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant au Bénin? Nous avons, comme vous l'avez dit, on a fait 2 réunions, 2 rencontres de haut niveau, si je puis dire comme ça, pour que la problématique puisse revenir à l'ordre du jour, notamment au niveau des ministères en charge de l'éducation nationale, notamment au niveau des ministères en charge des affaires sociales et de la santé. Et je dois avouer, et vous avec moi, que nous n'avons pas une suite favorable, même si on a été écouté. Et longtemps après, il n'y a pas encore une action là-dessus. Et rien que pour voir le budget alloué à ce secteur de l'hygiène et de l'assainissement en 2021, elle est en réduction par rapport à l'année dernière, donc qui ne prenait pas déjà en compte la question de l'hygiène menstruelle. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours persister, il faut continuer la sensibilisation que nous faisons, mais beaucoup plus à l'endroit des décideurs, comme je l'ai dit, ministère de la Santé, ministère de l'Éducation, ministère des Affaires sociales. Bon, il y a d'autres ministères, ministère de l'Environnement, tous ces ministères-là. Et pour que on a vu qu'on a beaucoup investi dans le monde entier, hein, dans les produits et l'éducation. La fondation Bill et Melinda Gates, cette fondation a beaucoup fait, la Banque mondiale. Et un acteur important, c'est USAID, qui a beaucoup investi, mais sur les 2 produits. Il reste beaucoup à travailler sur les normes et les politiques sociales. Et c'est en cela que je voudrais féliciter l'action que mène Madame, vous l'avez appelée tout à l'heure, Madame Ziadat, et d'autres personnes qui œuvrent à ce qu'on puisse travailler. Mais je voudrais les appeler à ne pas s'arrêter en milieu scolaire seulement. C'est vrai que l'impact est beaucoup plus en milieu scolaire. Vous l'avez dit, 11% des femmes abandonnent l'école au moment où l'État investit beaucoup pour l'éducation des filles et qu'on a 11% d'abandon, c'est extrêmement grave et ça doit être une préoccupation. Donc, on a aussi un milieu communautaire où les femmes continuent pas souffrir. Dès qu'elles sont menstruées, on les isole. Les femmes sont stigmatisées. Il faut qu'on puisse travailler pour dire il n'y a pas de référence pour qu'on soit à ce niveau pour des gens qui donnent la vie. Et s'il n'y a pas les règles, il n'y a pas de vie. Il faut qu'on puisse expliquer que la Bible, même dans nos coutumes, dans nos traditions, nous allons trouver des espaces, des lignes qui permettent de valoriser cette période que vivent les femmes, cette période de vie, on pourrait le dire, malgré quelques imperfections, parce qu'il y a des problèmes de santé ou de moquerie. On doit pouvoir briser tous ces mythes, comme vous le dites. Voilà un peu, mais je vais répondre. Je n'ai pas peut-être abordé tous les aspects. Je suis là pour répondre à toutes les questions possibles et en collaboration, en partenariat avec JD et les autres personnes aux ressources qui sont sur ce forum. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Monsieur Félix Adeika. On sait très bien que sur cette problématique-là, votre organisation a beaucoup travaillé à développer des programmes aussi bien au Niger qu'au Sénégal et dans plusieurs pays du monde, et que vous êtes une personne ressource incontournable ici au niveau national. Nous sommes heureux de vous avoir aujourd'hui pour ce webinaire. Alors, j'avais annoncé qu'il y avait 2 panélistes. Le second ou la seconde panéliste, c'est Ziadat Alchimi. C'est une jeune parlementaire, comme je vous l'ai dit, très active sur le terrain. Elle va nous parler, elle, de son expérience de terrain. Nous avons, avec Monsieur Félix Bu, on a fait un tour d'horizon sur la situation au Bénin, mais nous allons voir avec cette jeune parlementaire comment concrètement sur le terrain,
elle a pu mener donc cette sensibilisation dans les écoles de la commune de Koubert. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette expérience? Est-ce que c'est si facile de parler de cette problématique? Et quand on est face aux jeunes filles, comme l'a dit Monsieur Félix, ou souvent à nos mamans et aussi nos papas, parce que ça, je pense que aussi bien les mamans et les papas devraient parler de de ce moment précieux que constituent donc les menstrues, qui donnent à toute la femme toute sa féminité. Donc, je pense que on va l'écouter. Je ne sais pas si elle est là, si elle nous a rejoint. Elle va nous parler de cette expérience-là et surtout nous mettre dans le secret des témoignages de ces jeunes filles-là, qu'elle a pu rencontrer à l'école, dans les écoles, donc au cours donc de ces séances de sensibilisation. Yadat Alchimi, vous avez donc, je vous passe donc le micro, même si nous ne sommes pas dans un studio. Merci, Monsieur Alain. Bonjour à tous. Bonjour, c'est un réel plaisir pour moi de faire partie de ce café débat aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Moi, c'est Ziadat Hachimi. Comme Monsieur Alain l'a annoncé tout à l'heure, je suis en quelque sorte activiste sur la thématique de la gestion de l'hygiène menstruelle et je milite beaucoup au sein de l'ONG Ecofam dont je suis la présidente. Avec Ecofam, nous allons faire de la thématique de l'hygiène menstruelle une carrière en quelque sorte. Et nous, depuis 2018, nous avons démarré les sensibilisations en milieu scolaire, que ce soit dans le CEG Koubert, à Cotonou, dans l'Atlantique, et même aujourd'hui, actuellement, nous sommes même en train de faire une sensibilisation à l'endroit des jeunes filles. L'hygiène menstruelle, c'est une thématique très, très importante et assez délicate parce qu'elle impacte la vie de toute femme, jeune fille, et elle joue un rôle important dans l'adolescence de chaque jeune fille. Et nous avons décidé d'aller vers les jeunes filles parce que nous avons remarqué qu'elles n'ont pas souvent les formations qu'il faut au moment où il faut. Souvent, les mères qui sont censées être les premières sources des formations, parfois à cause des normes culturelles, des mythes qu'il y a autour de la menstruation, ne forment pas vite les jeunes filles avant l'apparition de leur premier menstrué. Ce qui fait qu'elles sont souvent surprises par le fait accompli, soit dans le cadre scolaire ou parmi les collègues. Et cela affecte réellement leur quotidien, surtout qu'elles font objet de moqueries, de stigmatisation et tout ça. Et durant toute notre sensibilisation depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de témoignages venant de beaucoup de jeunes filles qui ont eu à vivre beaucoup de choses, spécialement en milieu rural, parce qu'il y a les milieux scolaires ne sont pas souvent dotés d'infrastructures adéquates pour pouvoir faciliter la gestion des menstrues aux jeunes filles. Et parfois, tout le monde ne comprend pas les menstrues. Souvent, parfois avec les professeurs, les enseignants, les jeunes filles ont du mal à s'exprimer lorsqu'elles sont leur menstrues à l'école et elles n'ont pas des conditions favorables pour pouvoir se changer, ni un endroit intime où elles peuvent se mettre à l'aise en toute sécurité lorsqu'elles sont en période de menstrues. Donc, c'est un réel combat que nous sommes en train de mener et avec aussi l'accompagnement du WSSI à travers des formations, nous avons eu à impacter assez de jeunes filles. On a eu beaucoup de témoignages auprès de ces jeunes filles. Mais comme l'a si bien dit Monsieur Adenka, ce n'est pas suffisant. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Il reste énormément à faire parce que même si nous, on sensibilise à chaque fois, on éduque à chaque fois ces jeunes filles, si les conditions nécessaires pour pouvoir leur faciliter la gestion des menstrues, que ce soit en milieu scolaire, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit dans les marchés, que ce soit dans les places publiques. Si les femmes ne se sentent toujours pas à l'aise et émancipées pour pouvoir gérer leur menstrues en toute dignité, et je pense qu'on n'aura pas pu atteindre nos objectifs et qu'on a encore vraiment du chemin à faire. Donc, c'est ce combat-là qu'il faut vraiment mener maintenant
pour pouvoir poser des actions concrètes avec des impacts durables. Il faut qu'on change réellement la donne aujourd'hui. Et le thème de cette année qui est Action sur la gestion de l'hygiène menstruelle et santé, ça tombe à point nommé parce que c'est maintenant qu'il faut vraiment agir et regarder la gestion de l'hygiène menstruelle, porter un autre regard sur le secteur de l'hygiène menstruelle et de la santé. Parce que les menstrues, c'est synonyme de vie, de fertilité, de féminité et de dignité. Et cela ne doit en aucun cas être un obstacle pour nos femmes dans l'atteinte de nos objectifs, dans la réalisation de nos rêves et tout ce qui va avec. Donc, je ne sais pas si j'ai fait un bref résumé de tout ce qu'on a à faire, les sensibilisations de part et d'autre. Je ne sais pas si j'ai eu à oublier quelque chose. Je pense que Monsieur Adeyinka a brossé déjà beaucoup de choses sur le plan national qui est fait actuellement et les politiques qui sont en train d'être mises en place actuellement pour pouvoir mettre en place une stratégie adéquate pour faciliter la gestion des menstrues pour chaque jeune fille, pour qu'elle soit partie dans le pays. Donc voilà un peu ce que je peux dire. S'il y a des questions, s'il y a un point que j'ai oublié, je suis disponible et ouverte à y répondre. Merci. Alors, merci beaucoup, Ziadat Hachimi. Alors, avant de vous laisser, bon, pas partir, hein, parce que vous êtes encore là, moi, j'ai fait une enquête que j'ai publiée hier dans le journal Matin Libre et j'ai été frappé par certains témoignages de jeunes filles à l'école qui me disaient, bon, nous sommes obligés de sécher les cours et certaines disent, on se débrouille comme on peut. Il y en a qui utilisent une couche toute la journée. Il y en a qui, quand le moment vient, elles n'ont pas de couche à l'école. Qu'est-ce qu'elles font? Elles vont dans la maison à côté et puis on leur donne un petit morceau de tissu. Elles se débrouillent comme elles peuvent. Alors, est-ce qu'il y a un témoignage qui vous a fondamentalement marqué d'une jeune fille comme ça au cours de vos séances de sensibilisation? La date, il me semble que vous avez coupé. Vous êtes là? À qui? Allô, elle est partie? Non, je suis là. En fait, je disais, en effet, durant nos sensibilisations, on a eu beaucoup de témoignages venant des jeunes filles parce que souvent, elles n'ont pas, il y en a parfois qu'elles sont surprises par les menstrues, qui n'ont pas de quoi se changer. Donc, parfois, elles restent comme ça toute la journée avec des serviettes toutes tachées. Il y en a même quand ça les surprend en classe et qu'elles ne savent pas quoi faire, comment gérer ça à cause des camarades pour éviter les moqueries. Elles passent pratiquement toute sa journée. Elles n'arrivent même pas à sortir des salles de cours. Elle est obligée de rester assise toute la journée là jusqu'à ce que la salle se libère pour pouvoir partir. Et il y a même des jeunes filles qui utilisent des tissus qu'il ne faut pas pour pouvoir gérer leur menstrues, soit parce que bon, elles n'ont pas les moyens pour pouvoir se procurer des serviettes hygiéniques adéquates pour gérer leur menstrues. Donc elles sont obligées parfois d'utiliser de vieilles slip ou bien des morceaux de tissu de pain, ce qui n'est pas du tout hygiénique et ça leur met dans des situations très, très compliquées et indésirables. La dernière fois, on avait fait une sensibilisation au sein de ces mécauses et il y avait une jeune fille qui disait que la première fois qu'elle avait ses menstrues, elle ne savait pas ce que c'était et elle n'avait même pas le courage de parler à ses parents. Donc, elle se disait qu'elle était blessée, au fait. Parce que pour elle, on n'a jamais parlé de ça auprès d'elle, elle n'a jamais eu l'information venant de qui que ce soit. Du coup, elle est restée comme ça toute la journée. Elle allait à l'école chaque jour et rentrait à la maison avec son kaki qui était taché. Parce que pour elle, bon, c'est quelque chose du genre, c'est une maladie et que ça va passer. Elle est restée comme ça jusqu'à ce qu'elle a fini ses menstrues pour la première fois. Donc, elle a vu que quelques temps après, c'est encore revenu. C'est là, elle a pris peur. Elle allait voir sa maman pour dire qu'elle est en train de mourir, qu'elle pense qu'elle souffre d'une grave maladie.
mais qu'elle a beaucoup prié, mais que c'est pas parti. Tellement on était choqués d'apprendre ça et de voir qu'il y a encore des jeunes filles qui traversent des situations du genre à l'heure où nous parlons. Le manque d'informations en matière de menstrues est vraiment réel dans les CEG. Et Okay. c'est une problématique très cruciale qu'il faudrait que l'on adresse pour pouvoir vraiment aider ces jeunes filles-là à gérer de manière adéquate. Ok. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce très beau témoignage qui montre que, effectivement, le problème, il est réel, il est là. Nous avons suivi des témoignages. Il n'y a pas, les jeunes filles n'ont pas actuellement accès à l'information depuis la maison. Donc, à la maison, les parents ne parlent pas donc de ce moment précieux à leurs enfants. L'institution scolaire n'est pas préparée également à donner l'information à la jeune fille. L'institution scolaire n'est pas préparée lorsque le moment survient à faciliter donc l'accès à des ouvrages donc pour ouvrages adéquats pour prendre en charge donc la jeune fille. Les jeunes filles n'ont pas accès donc aux produits, aux serviettes donc hygiéniques. Et même en milieu professionnel, le problème, il est là. On ne sait pas comment nos collègues au travail se débrouillent. Parfois, les toilettes ne sont pas du tout propres, ne sont pas adaptées. Alors, dans les marchés, dans les gares routières, comment les femmes se débrouillent lorsque ce moment survient? Alors, donc, le problème, il est là. Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour que dans notre pays, on puisse convenablement donc faire face donc à cette problématique qui ne manque pas d'avoir donc des conséquences néfastes donc qui peuvent aller jusqu'à provoquer donc la stérilité après les infections au niveau donc des jeunes filles et des jeunes femmes. Le débat est ouvert. J'ai vu que au niveau du chat, il y avait déjà un certain nombre de questions. Ce que nous allons faire, donc nous allons donc après donc ces différentes questions, nous allons prendre donc quelques questions et donc j'ai vu qu'il y avait déjà certains qui ont levé la main. Si vous voulez poser une question, donc vous levez la main et puis on vous accordera la parole. Alors, qui a levé la main actuellement? Alors, qui veut prendre la parole? Oui. Monsieur Alain. Si vous prenez la parole. La fonction lever la main. Oui. La fonction lever de la main n'est pas activée chez tout le monde. Ah, d'accord. D'accord. Donc, vous pouvez, si c'est le cas, donc, vous pouvez utiliser le chat pour pouvoir, donc, poser votre question. OK, merci. Oui. Alain, tu as 3 participants qui ont levé la main. Monsieur Maoussé, Adi Soda et puis Ghislaine. Maoussé, Adi Soda et Ghislaine. Alors, je laisse Maoussé donc parler. Chaque intervenant a 1 minute juste pour poser sa question. Allez droit au but, soyez clair et précis. Merci. Monsieur Maoussé. Merci beaucoup, Alain. Merci, chers participants. C'est un sujet qui est très intéressant. Déjà, j'apprends quelque chose de nouveau en ce qui me concerne, que les jeunes menstrués ont un lien très intime avec l'assainissement. Et ça, c'est des questions sur lesquelles on a besoin de travailler parce qu'on est déjà sur des questions d'assainissement depuis toujours, mais que ce détail très intime nous échappe. Deuxième chose, c'est une question. J'aimerais savoir, en tout cas pour les panélistes qui travaillent dessus depuis quelques années, est-ce qu'ils ont fait des choses pilotes qui ont réussi? Parce que j'attendais qu'on me dise que bon, nous avons dans une école nous avons essayé de mettre peut-être des toilettes montées en bois, en ceci, en cela. Nous avons sensibilisé tel nombre de personnes dans une école et au bout de 2 ans, 3 ans, voilà le changement qui est en train d'être observé, ce qui permet de réfléchir à une mise à l'échelle. Je ne sais pas s'il y a ce type d'expérience pilote sur un centre, une école, en tout cas un marché où des choses concrètes ont été faites au-delà de la sensibilisation
et qui ont porté des résultats et qu'on peut réfléchir à la mise en échelle. Dernière chose, c'est sur la sensibilisation. J'ai beaucoup entendu parler des écoles, j'ai beaucoup entendu parler des communautés, des marchés, etc. Mais il y a aussi un secteur que je n'ai pas entendu, et parce que c'est ce qui a poussé, j'y veux quand même à s'intéresser à ce secteur, c'est le domaine de l'apprentissage, coiffeuse, couturière, etc., où le problème se pose aussi avec acuité. Est-ce qu'il y a eu des actions vers ce secteur aussi qui ont été menées? Merci beaucoup et en tout cas, plein succès à ce webinaire. Merci beaucoup, Monsieur Maurcier. Je rappelle qu'il est le chargé de programme donc de l'ONG, le directeur exécutif de l'ONG JVE. Alors, on va donner la parole à Madame Adi Soda. Merci beaucoup, merci. Et c'est un appel à nous tous. Tout à l'heure, la question était posée, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire. Et je pense que tant que nous sommes ici, nous représentons des structures, nous intervenons dans des ONG. Et je pense que cette prise de conscience est une prise de conscience collective et en tant qu'agent de la société civile, en tant que responsable d'ONG, moi, je nous appelle, nous interpelle pour que dès que nous avons l'opportunité d'avoir un financement ou bien des activités liées à l'hygiène et l'assainissement, qu'on ait une petite place pour cette thématique, la gestion de l'hygiène menstruelle. Et même si les ressources sont limitées, et des expériences pilotes par-ci, par-là peuvent permettre de généraliser, comme l'a dit mon prédécesseur tout à l'heure, de généraliser. Mais tant qu'on est sur place, on est dans la théorie, on ne fait pas des initiatives et pilotes à petite échelle, on ne pourra pas de façon globale généraliser. Donc, c'est une exhortation que moi je suis en train de faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Adi Soda. Je rappelle que elle a travaillé, elle a coordonné un programme, le programme PAFIR, qui a travaillé, qui a eu des résultats spectaculaires hein, au niveau donc du Nord hein, sur combattre la défécation donc à l'air libre avec le programme donc approche ATPC. Alors il y avait aussi il y avait quelqu'un qui était aussi inscrit. C'est Madame Chidi Kofan, c'est bien ça? Ghislaine. Oui, bonjour tout le monde. Je suis Ghislaine Dorali Chokwatou, présente fondatrice de l'association Action Planète Bio et directrice de programme à l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement Cameroun. Je tiens déjà à remercier le Bénin pour tout ce qui est fait concernant ce secteur. Mais j'ai une préoccupation qui est celle de savoir, sachant bien que les serviettes hygiéniques qui sont habituellement utilisées par les femmes lors de leur menstru sont faites à base de plastique. Et connaissant bien que les plastiques sont toxiques, qu'est-ce qui est donc fait à ce niveau pour pallier aux conséquences liées aux plastiques qui sont donc fabriqués, qui sont utilisés pour fabriquer les serviettes hygiéniques que les femmes utilisent chaque mois lors de leur menstru. Merci. Merci beaucoup, Madame Ghislaine. Donc, on voit que on a des gens qui nous suivent depuis le Cameroun. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui veulent intervenir? Je vois Monsieur Sewanou. Après, ça va être le tour de Madame Zita Tometi. Monsieur Sewanou, est-ce que vous êtes avec nous? Alors, s'il n'est pas, donc, il doit avoir des soucis, sinon je l'ai vu tout à l'heure. Donc, nous allons écouter Madame Zita Tometi. Ok, merci beaucoup, Monsieur Alain. Vous me recevez? Oui, très bien. 5 sur 5. Ok, merci bien.
Merci beaucoup à M. Alain Ika et puis à Mme Ziadat pour leur intervention. Ce n'est pas une question en tant que telle, mais une contribution. C'est vrai que le thème de cette année, c'est action et investissement en faveur de l'hygiène et de l'hygiène menstruelle. Je me dis que normalement, pour ce café média, nous qui sommes présents ici, que ce soit représentants d'ONG, acteurs de la société civile, nous devons finir ce café avec un mot d'ordre, une décision pour contribuer à l'investissement en matière de l'hygiène menstruelle. Vous savez, au Bénin, il n'est plus un secret pour quelqu'un qu'en matière de prise de décision, surtout dans le secteur de l'hygiène et l'assainissement, les choses tardent à prendre. Et nous, normalement, en tant qu'acteurs, on va se demander que pouvons-nous faire. Puisque nous savons que l'année prochaine, il y aura encore la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Que pouvons-nous faire pour que les choses prennent corps finalement? Puisque jusque-là, c'est vrai, il y a des ONG qui sont sur le terrain, qui font beaucoup de choses. Mais je me dis qu'il est temps qu'on fasse un point. Le travail a été déjà fait un peu en 2019, mai 2019. Mais c'est resté comme ça. Nous devons perpétuer, sinon continuer l'œuvre qui a été réalisée. Donc, je me dis, est-ce qu'il n'est pas temps, en termes de propositions, qu'au niveau des décideurs, qu'on puisse en parler, faire des plaidoyers. Et pour ce plaidoyer, nous n'allons pas aller là-bas et parler, mais nous devons partir avec des évidences, les actions qui sont réalisées au niveau des écoles, les petits financements qui sont obtenus, pour montrer quand même aux décideurs que la chose est possible. Et y ajouter les actions qui sont réalisées au niveau des autres pays comme le Niger, le Cameroun et le Sénégal. Donc, c'est en quelque sorte ma petite contribution que je voudrais apporter au débat de ce matin. Merci beaucoup, Madame Zita. Nous avons compris qu'il faut maintenant, c'est un appel à l'action. Et maintenant, on va en débattre tout à l'heure. J'ai encore deux personnes qui ont levé la main. Monsieur Calix Plombessi. Et après, ça va être le tour de Madame Chantal. Oui, bonjour tout le monde. Je pense que le thème de ce jour est vraiment intéressant. En fait, c'est vraiment important parce que quand nous rentrons dans nos écoles, que ce soit dans les communautés ou écoles, les gens ne maîtrisent pas trop les conséquences liées à l'utilisation de telle ou telle serviette hygiénique, qu'il s'agit de traditionnelle ou moderne. Et de deux, il faut aussi constater que les dispositions ne sont pas prises dans les écoles, notamment pour nos jeunes adolescentes qui perçoivent pour la première fois ces menstrues-là et qui n'y connaissent rien, de pouvoir les gérer efficacement. Et vous l'avez déjà dit, nos parents abordent très peu ce sujet avec les filles, ce qui ne rend pas non plus la chose facile. Et ce que moi je voudrais savoir, entre les serviettes hygiéniques réutilisables, traditionnelles, et les autres serviettes que nos femmes utilisent aujourd'hui, c'est-à-dire les serviettes modernes là, lequel présente un peu plus de risques en réalité, lequel est mieux en fait. Et l'autre partie de ma préoccupation, c'est de savoir quelles sont les conditions dans lesquelles on doit quand même pouvoir traiter ou utiliser les serviettes traditionnelles, là, c'est-à-dire les pagnes, pour que cela quand même puisse protéger au mieux nos femmes, nos sœurs. Puisqu'il faut reconnaître que la plupart de ces filles et femmes, notamment dans les zones rurales,
n'ont pas accès aux serviettes modernes là. Donc, voilà un peu quelques de mes préoccupations. Sincèrement, merci à vous pour le thème et les clarifications apportées. Et je pense que c'est l'occasion pour nous tous de pouvoir quand même continuer à mener les actions. Je suis de chef projet à IADF, Bénin, Institut africain pour le développement de la famille. Nous intervenons également dans les écoles, notamment sur le projet d'amélioration de la qualité de l'éducation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Clonversi. Nous allons prendre un dernier intervenant pour cette première série de questions. Madame Chantal. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour à tout le monde. Je suis Chantal. On m'appelle Chantal David de l'ONG MJCD. Moi, ma préoccupation est beaucoup plus liée au sujet tabou et également au manque d'information de nos parents. Parce que il y a les sensibilisations que nous faisons, des témoignages que nous recevons, à des moments donnés inquiètent. Et on se demande, est-ce que le changement on peut avoir ce changement de la part des parents? Parce que je donne juste un exemple où un parent dit, quel que soit ce que nous allons, l'information qu'on va accorder à la fille, que cette fille ne viendra pas à la maison pour utiliser les serviettes modernes. Parce que pour le parent, c'est que ces serviettes, ils ne savent pas comment est-ce que c'est fait et tout. Et dans le même temps, l'information nécessaire qu'il faut donner à la fille afin qu'elle puisse mieux utiliser les serviettes traditionnelles ne l'accompagne pas. Pour qu'elle sache que non, on n'utilise pas comme ça, c'est comme ça, il faut utiliser maintenant. Donc, il y a cette difficulté que nous rencontrons souvent en communauté, surtout en milieu rural, où quand tu discutes avec les parents pour leur montrer comment est-ce qu'il faut accompagner les filles, c'est un peu difficile qu'ils comprennent, ils ne comprennent pas facilement. Moi, je me dis, à ce creuset, est-ce que on pourrait aussi penser à comment est-ce que nous allons faire pour que les parents puissent accepter. Il y a d'autres qui acceptent, mais il y a d'autres qui refusent en même temps. Parce que ce n'est pas de leur faute, ils ont inculqué ces manières de leurs parents et nous sommes en train de traîner ça de génération en génération. Que faut-il faire pour que ce lien soit réellement élevé? C'est ma préoccupation. L'autre préoccupation concerne les écoles. Dans les écoles, quand la fille se prévient et met juste les serviettes hygiéniques dans son sac et son ami regarde dans son sac et voit, c'est des sources de moquerie à des moments donnés en milieu rural. Donc, je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire pour remonter la morale de ces filles, les encourager et encourager également celles-là qui ont peur, parce que jusqu'à présent en milieu scolaire, les filles ont peur d'avoir juste les serviettes hygiéniques dans leur sac pour aller à l'école juste pour prévenir. Il y en a qui ont peur, il y en a qui le font bien, mais je me demande ce qu'il faut faire pour que ça soit réellement de leur habitude de façon spontanée pour que nous puissions réduire cette mauvaise hygiène. Je veux aussi demander, et comme d'autres personnes, qu'on nous dise les conséquences, les avantages et les conséquences que la fille peut avoir une fois qu'il n'utilise pas pour une mauvaise gestion de l'hygiène menstruelle. Moi, j'aurais voulu qu'on en parle pour que nous puissions sortir d'ici avec une décision concrète. Je vous remercie. Merci bien. Merci bien, Madame Chantal. Merci à tous les intervenants. Pour le moment, nous allons retourner donc la parole à nos panélistes pour les différentes questions qui ont été posées.
Je vais tenter de rappeler ces différentes questions. S'il vous plaît, coupez vos micros pour faciliter donc les échanges par ici. Alors, il y a eu des contributions, il y a eu également des questions. Est-ce qu'il y a des expériences pilotes sur le terrain, des actions concrètes qui ont donc provoqué des changements? Est-ce que la cible des apprentis, notamment les couturiers, les salons de coiffure, les salons de couture, cette cible-là est aussi atteinte dans les différentes expériences qui ont été faites? Le rôle des parents, il y a encore des mythes. On ne doit pas voir les couches des femmes. Les couches sont faites de plastique. Est-ce qu'il n'y a pas des risques pour la santé? Il y a eu des appels à l'action. Il faut qu'on sorte d'ici avec une décision. Chacun doit être un acteur de changement. Les filles ont peur d'avoir les serviettes dans leur sac. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les conséquences de la mauvaise gestion de l'hygiène menstruelle. Donc, nous avons une bonne moisson donc de préoccupations. Donc, on va laisser le doyen Félix Adé-Inca réagir sur ces différentes questions et on va continuer le débat. Merci beaucoup, Alain. Et il y a beaucoup de préoccupations. Je ne vais pas les sérier, mais je vais aller pêle-mêle pour que chacun trouve son compte, puisque peut-être qu'il y a d'autres questions qui vont arriver. Quand je discutais tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a 5 domaines d'intervention. Il y a la connaissance et l'information. Et les gens ne savent pas. Ou parfois, c'est la mauvaise information. Si vous prenez, par exemple, les serviettes, vous vous attendez peut-être qu'on peut vous dire c'est tel type de serviette qu'il faut avoir. Non, on ne pourra pas dire ça. Je ne sais même pas si quelqu'un peut vous dire voilà quel type de serviette qu'il faut avoir. Toutes les serviettes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et puis, c'est la manière dont c'est géré qui est le plus important. Même les trucs traditionnels, vous n'en avez pas. C'est rare de voir ça au soleil pour tout le monde. C'est caché sous le lit. C'est déjà source c'est déjà une mauvaise gestion. Si vous ne mettez pas ça au soleil pour que les gemmes puissent être détruits par la chaleur, vous vous infectez. Donc, c'est la manière, ce n'est pas le produit. Et donc, c'est difficile pour nous de dire aujourd'hui qu'il faut préconiser. Mais c'est le traitement qu'on fait de ces produits-là qui est important. Donc, connaissance et information. Deuxième chose, c'est l'accès à ces produits et à ces matériels-là. Si les gens n'ont pas les ressources, ils ne pourront pas les acheter. Ils vont toujours adopter ce qu'ils ont sous la main et qui peut être difficile ou présenter de risques. Donc, il faut qu'on puisse faciliter l'accès à ces produits et à ces matériels-là. On a parlé d'infrastructures. Vous allez voir, parfois, ce n'est pas tant les règles. La femme, la petite fille qui va aux toilettes, qui n'a pas trouvé un espace d'intimité et de dignité pour pouvoir se changer, va rentrer. Il y a rien à faire parce que ça nécessite un certain temps pour enlever la couche, changer, alors qu'il y a une seule toilette pour 50 élèves qui attendent la récréation, qui attendent pendant ce temps. Les autres vont commencer par crier parce qu'ils ont des besoins urgents à satisfaire. Donc, il y a des infrastructures en nombre et adaptées aux besoins spécifiques de ces filles-là. Après, il y a la santé, il y a les normes et les politiques. Les normes, c'est ce que nous disons. Les gens disent que quand une femme enceinte, menstruée, ne peut pas préparer pour son mari. Il faut qu'on puisse déconstruire ça. Et ça, c'est le travail de longue haleine et il faut que tout le monde s'y mette. Vous avez demandé des exemples pilotes. On va en trouver, mais peut-être que c'est si faible qu'on ne pourra pas systématiser ou bien généraliser. Mais je peux vous donner 2 exemples qui ne sont pas d'ici. Vous savez, le Sénégal est un pays très conservateur pour ce qui concerne la religion musulmane. Ils sont un peu je ne sais pas les chiffres que je vais dire, ça peut ne pas être juste, mais je prends l'option basse. C'est au moins 80% de musulmans et parfois même des musulmans durs, des islamistes durs.
nous avons réussi à leur montrer, à leur démontrer, ils ont accepté que, on s'était trompé de chemin. Au Niger, on a fait la même chose. Le résultat est exceptionnel, est très beau. Et c'est ça qui me renforce pour dire, si nous nous mettons ensemble, avec un peu d'effort, nous allons réussir cette affaire-là au Bénin de la façon la plus magistrale et on sera parmi même les meilleurs acteurs de ce secteur-là. Il suffit qu'on s'asseye, que l'État nous écoute et qu'on en fasse une priorité. Et je vous assure, ça ne demande pas beaucoup de moyens. Il suffit ça demande un peu de volonté, un peu d'engagement et un peu de ressources. C'est les trois recettes qu'il nous faut avoir, mais la première chose, c'est que ça puisse être priorisé. Vous allez parler, je l'ai dit, le rôle des parents, c'est l'information, c'est la connaissance. Et quand je dis information, connaissance, c'est beaucoup de choses aussi. Hein. Il faut qu'on puisse mettre dans les curricula scolaires la connaissance de la fille. Les filles ne connaissent pas leur corps. Que en grandissant, et voilà les transformations qu'elles vont avoir jusqu'à ce que ça se produise. Il faut qu'on puisse dire ça. Et l'autre erreur que nous faisons souvent, c'est qu'on met toutes les ressources dans l'éducation sexuelle et reproductive, qui néglige, je l'ai dit dans mon intervention, qui néglige cet aspect-là, qui est très important. On ne peut pas dire ça en une seule phrase ou en une session et passer aux autres choses. Je ne dis pas que les autres choses ne sont pas si importantes que ça, mais je vous dis, quand on vous dit que 11% de la population des filles abandonne l'école, rien que pour ça, même si je ne parle pas d'abandon de la scolarité, manque les cours 3 à 5 jours tous les mois à cause des règles. Je pense qu'il faut qu'on crie fort pour que les responsables puissent en faire une préoccupation. Et c'est là que je voulais appeler à l'action. Individuellement, on ne va pas pouvoir faire grand chose si l'État n'en fait pas une priorité. Regardez le Niger, qui, excusez-moi, je dis ça chaque fois que je parle du Niger, je présente mes excuses, mais c'est pas pour les dénigrer, mais c'est pour rendre hommage aux acteurs qui travaillent sur le sujet actuellement. Il y a 5 ans, vous ne pouvez pas parler de gestion de l'hygiène menstruelle au Niger. D'où sortez-vous encore que vous êtes homme? Mais aujourd'hui, ils sont champions. Le président partant en a fait une priorité. Il a nommé un responsable hygiène mensuelle qui a fait des merveilles. Il a fait passer des lois. Et ça passait comme une lettre à la poste à l'Assemblée. Ça passait partout. On a formé les députés, on a formé les acteurs. Je vous dis, aujourd'hui, le Niger est en passe de venir nous donner des leçons en espace de 5 ans. Ils en ont fait une priorité nationale et ils ont mis les moyens. Et les partenaires sont prêts à les accompagner, comme les partenaires sont prêts à accompagner le Bénin. Le Fonds mondial pour l'assainissement, qui a, dans sa nouvelle forme que je représentais ici il n'y a pas si longtemps que ça, va avoir de gros moyens pour les pays qui vont en faire la demande. Mais il faut, derrière, il y a 2 ou 3 conditions. Il faut une volonté et un engagement politique. Et tous les pays sont éligibles. Enfin, il y a quelques pays qui sont très éligibles, mais tous les pays en développement sont éligibles pour pouvoir bénéficier de ce financement-là, qui peut aller jusqu'à 10 millions de dollars ou je ne sais quoi, ça dépend de ce que vous proposez. Mais il faut que les pays s'engagent. Il faut une manifestation de ce qu'on veut faire. Qu'est-ce que vous avez de voir? Vous avez parlé de lieux d'apprentissage. C'est tout ça qu'on met dans l'éducation, ou peut-être que on n'a pas dit. C'est école et lieu d'apprentissage. Et centre d'apprentissage, comme je ne sais pas comment vous voulez. C'est tout ce monde-là d'adolescents qu'il faut indexer. Je parle d'adolescents, je ne parle pas que des filles. Je parle des adolescents des deux sexes. Parce que ce qu'on a remarqué, le problème qui se pose au niveau des centres d'apprentissage, c'est que c'est 60% de malaise pour les filles qui ont leurs règles. Et non, excusez-moi. Et 60% de malaise, mais 30% des moqueries de leurs camarades garçons. Ça aussi, il faut les intéresser, il faut leur expliquer ces garçons-là que non, si la fille là n'a pas ses règles, toi, tu peux pas naître, tu ne pourras pas avoir d'enfant demain. Il y a ce travail d'éducation. Bon. Après, j'ai entendu que nous sommes allés pendant longtemps dans la théorie. Je pense que nous, en tant que de la société civile,
Je pense que c'est sur ça qu'il faut travailler. Il faut leur expliquer. Il faut leur montrer les évidences au Sénégal, ce qui a été fait. Dans le fin fond du Sénégal, au nord du Sénégal, à Matam, dans des coins reculés, aujourd'hui, on parle de mensues comme on parle d'aller acheter du pain ou du cube au marché. Et ça, c'est une avancée terrible. Et moi, je suis convaincu que ça peut venir, ça doit venir au Bénin pour qu'on puisse y travailler. Le gros du problème, c'est les normes sociales, les normes politiques qu'il faudra changer. Si on change ça, si l'État en fait une priorité, on va réussir. Les acteurs les plus importants, c'est les décideurs, c'est les leaders d'opinion, les religieux, les personnes qui ont une influence sur leur communauté. Si nous réussissons ça, si nous réussissons à changer de paradigme, que chacun comprenne, que ceux qui disent, les extrémistes là nous disent, dans la Bible là, montrez-nous la partie qui interdit, qui autorise ce que vous faites là, vous n'allez pas trouver. Ou bien ils font une mauvaise interprétation, il faut leur montrer la bonne interprétation qu'il faut faire. Dans le Coran, les exégèses sénégalais nous ont montré, ils sont allés fouiller, ils ont montré avec des exemples à l'appui qu'ils se sont trompés de chemin, ils ont présenté les excuses à ceux qui ont été victimes de cette affaire-là et se sont engagés à ce que ça ne se répète plus. Je pense qu'on pourra arriver à ça au Bénin. Et un intervenant a demandé qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va retenir à partir de ce café. Moi, je pense que ce que nous devons retenir, c'est que nous passons maintenant à l'action. Et l'action, c'est de faire en sorte que les gouvernements, les décideurs puissent savoir que c'est une problématique, c'est un enjeu national et qu'il faudra l'adresser. Le ministère qui porte cette affaire-là aujourd'hui, comme dit le porteur, c'est le ministère de la Santé pour ce qui concerne le Bénin. Je vous assure, vous allez au ministère de la Santé. Peut-être quelqu'un du ministère de la Santé est avec nous, est sur ce forum. Ce n'est pas c'est le dernier des soucis. Et ce n'est même pas écrit dans un paragraphe de plan d'action pour que quelqu'un se rappelle de ce que on va adresser ça. Vous pensez que quand c'est comme ça, quand il n'y a pas un engagement gouvernemental, quel que soit ce que vous allez faire, on va vous demander la référence par rapport à ce que nous avons prévu pour cette année. On ne peut pas bouger, chacun va faire son truc. C'est pourquoi j'en appelle à ce que, si vous voulez, on va vous donner le travail qui avait été fait, qu'on puisse voir qu'est-ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. On a fait une feuille de roadmap, pour qu'on puisse atteindre les objectifs. Qu'est-ce qui est possible de faire à partir de ce roadmap? On va partager ça avec vous qui êtes ici, pour que vous puissiez nous envoyer des idées, ou bien vous puissiez, à partir de là, travailler dans de petites actions. Même la seule chose, c'est que le gouvernement s'engage. Le gouvernement puisse avoir conscience, comme ça a été fait au Sénégal, comme ça a été fait au Niger, et comme ça se fait petitement au Cameroun aujourd'hui. Je pense que j'ai brossé les questions qui ont été posées. Les serviettes, je vous assure, on ne peut pas conseiller. Et les deux ont des avantages et des inconvénients. La seule chose, c'est de pouvoir faire une bonne gestion pendant l'usage et après une bonne gestion des déchets. Ça, c'est très important. Pendant l'usage et après l'usage, il faut faire une bonne gestion. Et les inconvénients, vous avez demandé, c'est les infections si on ne gère pas bien. Ça peut même aller jusqu'à faire en sorte que la femme ne soit plus productive parce qu'elle peut avoir des problèmes de conception parce qu'elle a été infectée pendant longtemps. Et aussi les serviettes modernes, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les formes. Il y a des produits chimiques. Une personne a parlé de plastique, ce n'est pas vrai. Enfin, je ne dis pas que c'est pas évident que tout soit en plastique. Il y a, je voulais dire des matières synthétiques qui mettent dedans. Mais c'est vous qui choisissez. Et si j'ai un conseil, et je ne suis même pas autorisé à donner un conseil, c'est d'utiliser les serviettes à usage multiple en coton. Il y en a de très bonnes qualités sur le marché. Et c'est encore cela que si on peut financer
la production de il y a 3 pays dans notre sous-région qui ont mis l'accent sur la distribution à prix réduit des serviettes, surtout qu'ils ont encore fait en sorte qu'il n'y a plus de taxes de douane ou sur ces produits-là. On peut citer ces pays-là où des exemples font légion. Merci beaucoup. Je pourrais encore continuer. Oui, grand frère, avant de partir, il y avait aussi une question au niveau du chat. Il y a Monsieur Yvan qui demandait est-ce qu'on connaît le gap en matière d'infrastructures sanitaires adéquats pour la gestion de l'hygiène menstruelle au niveau scolaire? C'est-à-dire que dans nos écoles, on devrait avoir des latrines sexo-spécifiques aujourd'hui pour garantir évidemment l'intimité des femmes. Est-ce qu'aujourd'hui on a une idée du gap en termes de toilettes? Oui. Il y a, à la limite, je dirais, c'est zéro. Il y a rien. Mais dire ça, c'est être méchant. Il y a que la fondation Claudine Talon. Ça, c'est pourquoi, quand je dis pour blaguer, j'ai une estime pour cette dame-là, pour le travail qu'elle fait. Et c'est elle qui a commencé par construire cette toilette sexo-spécifique. On peut même pas dire que ça fait 1%. Par rapport aux besoins que nous avons, par rapport au nombre d'écoles que nous avons au Bénin, c'est rien. Quelques écoles privées ont commencé aussi par avoir ces installations-là. Nous avons des modèles. On peut aller visiter les modèles que la fondation érige déjà. Mais en termes de pourcentage, le gap est grand. On a au stade initial, on peut. Bon, j'entends plus le grand frère. Je ne sais pas si lui me reçoit. On aura donc compris que le gap est très important, surtout que quand on fait même le tour des collèges et des écoles ici à Cotonou, on se rend bien compte que d'abord les latrines ne sont pas en nombre suffisant pour tous les élèves, et donc il n'y a pas de toilettes pour filles et de toilettes pour garçons. On devrait en arriver là. Et il y a des modèles. On doit revoir donc les modèles pour permettre à la jeune fille d'avoir ce coin où elle peut se changer régulièrement. Alors, pour un peu renforcer ce que le grand frère a dit par rapport donc aux expériences, il y a aussi d'autres organisations comme Catholic Research, l'ONG américaine, qui a également fait un certain nombre d'expériences dans des écoles. Les expériences sont là. Il y a eu en termes de sensibilisation, effectivement, là où les ONG ont travaillé pour apporter l'information, ces jeunes filles-là sont très souvent très informées. Et dans leur sac, aujourd'hui, les parents leur mettent des serviettes hygiéniques parce qu'elles ont compris donc l'importance pour leur santé. Et surtout, ça leur permet de ne pas rater les cours. Ne pas rater les cours. On a dit c'est près de 20% du temps scolaire qui est perdu par an. 20% du temps scolaire qui est perdu par an. Donc, et ça peut arriver pendant les périodes des devoirs ou pendant les périodes donc des examens. Dans les pays où vraiment cette problématique est intégrée dans les écoles, c'est que vous avez au niveau de l'infirmerie des écoles des kits scolaires. On a formé des enseignants qui prennent en charge donc ces enfants, mais aussi on rend disponibles les kits à l'école pour que les jeunes filles dont les parents n'ont pas les moyens donc puissent accéder à ces serviettes là. Donc mais on en est encore loin dans nos écoles ici aujourd'hui. C'est pour cela que l'engagement du gouvernement, l'engagement donc de tout le monde est important pour que nous puissions arriver à bout de ce combat-là. Alors, je ne sais pas, en termes aussi de le grand frère a aussi abordé la question des conséquences. Nous avons interrogé quelques des spécialistes en santé qui nous ont dit les serviettes hygiéniques, après 4 heures, en principe, on devrait pouvoir les changer. Mais dans les écoles, les jeunes filles, il y en a qui témoignent qu'elles utilisent la même serviette toute la journée avant de retourner donc à la maison. Alors, est-ce qu'il y a d'autres réactions, s'il vous plaît? On va. Oui, je peux. Allô, Alain? Oui, Madame Adi Soda.
C'est juste une petite contribution et par rapport aux initiatives, comme on vient de le dire, hein, et avec la Fondation Claudine Talon qui a une usine de fabrication des couches réutilisables. Et il y a aussi d'autres petites unités qui existent et on a fait l'année passée quelques investigations et on s'est rendu compte qu'il y a des unités qui existent. Peut-être la personne qui a posé la question, s'il veut plus d'informations sur ces unités qui existent, on pourra lui donner plus d'informations. Et s'il est intéressé, il peut contacter aussi ces unités pour les serviettes hygiéniques qui existent, les serviettes hygiéniques réutilisables qui existent. Merci beaucoup. Merci, j'ai encore des doigts levés. Je vais privilégier les gens qui n'ont pas encore parlé. Mais... Non, il faut laisser la parole à Ziadat aussi, hein. Peut-être qu'elle a des éléments. Oui, bon, Ziadat, tu veux intervenir? Oui, bon, juste quelques éléments, un complément pour compléter ce que M. Adenka a déjà dit. Et bon, tout à l'heure, il y a un intervenant qui a demandé en termes d'impact, d'activité, d'intervention, est-ce qu'il y a des interventions concrètes qui ont été menées? Ce que moi, je peux dire, pour nous, à notre niveau, depuis qu'on a commencé, depuis 2018 à aujourd'hui, on a pu impacter à peu près 5000 jeunes filles à travers les séances de sensibilisation, d'éducation et des formations à l'emploi, que ce soit les jeunes filles et aussi les garçons en milieu scolaire pour pouvoir briser le silence, les tabous et les stigmatisations, parce qu'on explique aussi aux garçons au fait qu'est-ce que la menstruation, que ce n'est pas un sujet de moquerie, mais il faut qu'ils apprennent à comprendre les filles, les aider, les accompagner dans ces périodes difficiles-là, pour pouvoir vraiment réduire les moqueries dont fait face les jeunes filles en milieu scolaire. Mais comme M. Félix l'a si bien dit, ce n'est pas vraiment grand-chose quand on prend sur l'échelle nationale et sans une politique nationale bien mise en place, l'objectif ne pourra pas vraiment être atteint. Et je sais qu'il y a d'autres ONG qui font aussi de petites activités de part et d'autre aussi. Et même à notre niveau, à travers des sensibilisations, on confectionne des serviettes hygiéniques réutilisables que nous essayons de distribuer aux jeunes filles à chaque fois que nous intervenons pour faciliter la gestion de ces menstrues-là. Et pour faire le suivi, souvent, ce qui est idéal, c'est de mettre en place des clubs de jeunes filles dans les CEG. Et cela nous permet, même après les sensibilisations, d'avoir des retours, des feedbacks des jeunes filles. Et peu importe le moment où on décide de faire des centres dans le CEG, on sait tout ce qui se passe. On sait qu'il y a un creuset pour épauler ces jeunes filles-là lorsqu'elles sont face à ces situations-là. Et cela, bien sûr, en partenariat avec les enseignants de ces CEG-là. Donc, c'est un peu ce que je voulais compléter aussi. Et il y avait eu aussi un intervenant qui a demandé comment est-ce qu'il faut utiliser les serviettes réutilisables. Tout à l'heure, M. Alain l'a dit, durée moyenne pour pouvoir se changer, c'est 4 heures. Si ça dépend aussi du flux, si la personne ne saigne pas trop, sinon en moyenne, c'est 4 heures normalement. Et pour les serviettes réutilisables, lavables, il faut les laver avec du savon, sans odeur, pas les détergents, ne pas utiliser du détergent et rincer ça avec du citron, de l'eau citronnée, du bicarbonate pour pouvoir enlever les odeurs et sécher au soleil de préférence. Mais souvent, les jeunes filles, les femmes ont peur de sécher à cause des mythes où on dit si quelqu'un voit, tu auras des problèmes de fertilité ou qui est par-ci, par-là. Mais idéalement, on peut sécher et essayer de couvrir avec de petits morceaux de pain, de sorte à ce que tout ce qui passe ne voit pas réellement que ce sont les serviettes hygiéniques en quelque sorte. Donc, c'est ce que je voulais apporter comme contribution. Merci. Merci bien, Ziadat, pour ces éléments de réponse.
J'ai encore quelques doigts levés. Maussé, très rapidement. Comme ça, on va passer. Merci beaucoup pour ces différents retours. En tout cas, je tiens à féliciter ces pionniers qui sont en train de travailler sur ces questions. Moi, j'aimerais faire une remarque et deux propositions. Première remarque, je suis très touché quand M. Adenika dit que le Niger et le Sénégal ont une certaine avancée. Pour moi, qui suis né dans ces pays sahéliens, je suis né au Sénégal, quand il me parle de Macham, c'est le centre de l'islam au Sénégal. Et effectivement, que ce soit dans le Saint-Coran que dans la Sainte Bible, ces questions quand même sont portées, même s'ils sont méconnus. Donc, nous avons du chemin à faire, et je le répète encore, moi j'ai travaillé dans le Mono et le Koufo, et je vous jure, ce que j'ai entendu, surtout dans le Koufo au Bénin, ça fait froid dans le dos. Les femmes ne vont même pas au marché, juste parce qu'elles ont leur menstru, parce que sur la voie, il y a tel truc sacré qui ne permet pas à une femme qui est en menstru de passer. Ça, ce sont les réalités que nous avons constatées sur le terrain. Et je suis content qu'on puisse dire qu'il y a des choses encore à faire au niveau du Bénin. Et j'étais en Afrique du Sud il y a 10 ans. J'ai logé dans une université et il y avait des distributeurs automatiques de serviettes hygiéniques dans les toilettes réservées aux femmes. Donc, je crois qu'on a du chemin à faire et on va essayer de prendre des engagements là-dessus. J'ai deux propositions. À la fin de ce café, comme l'a dit déjà une des précédentes intervenantes, il faut qu'on prenne des actions et pour cela, j'aimerais savoir est-ce qu'on peut avoir les adresses mail des uns et des autres, qu'on puisse avoir une autre réunion, peut-être plus resserrée, entre acteurs de la société civile pour voir par quel angle d'attaque il faut aller sur le sujet, ne pas se marcher sur les pieds, ne pas se répéter sur le terrain. C'est vrai, j'y veux en 10 ans travailler sur les questions climatiques. Tout le monde fait la même chose, alors qu'on peut peut-être se répartir les choses d'une certaine façon pour qu'ensemble, nous travaillons sur des points différents de cette action pour, in fine, atteindre ce gros objectif. Donc, c'est ma principale préoccupation et proposition. Deuxième chose, est-ce qu'il y a des documents qui peuvent être mis à notre disposition pour que ceux qui veulent entrer sur la thématique sachent par quel couloir passer pour ne pas aller se chercher alors que d'autres ont déjà fait une certaine expérience. Donc, c'est les deux propositions que j'aimerais faire à l'auguste assemblée et qu'on puisse réfléchir peut-être off, tout de suite ou après, et voir comment accompagner ceux qui sont déjà sur d'autres terrains, qui ont déjà une audience, pour pouvoir introduire cette thématique dans ces audiences dont nous disposons déjà. Merci beaucoup Alain pour la modération et bonne fin de séance. Merci beaucoup, cher ami Maussé. Je crois que je prends bonne note de vos différentes propositions, notamment un atelier pour continuer la réflexion sur les actions que l'on peut mener ensemble pour effectivement avoir plus d'impact sur le terrain. Et par rapport à la documentation, vous pouvez vous rapprocher du grand frère Félix, même à mon niveau aussi, et puis d'autres acteurs, Madame Adisoda, Madame Zita Tometi, qui ont été. Il y a un noyau de formateurs dans notre pays aujourd'hui, et pour toutes ces organisations qui veulent vraiment agir sur le terrain, ces formateurs et formatrices peuvent vous accompagner parce que ils ont eu tout le bagage, tous les astuces possibles pour pouvoir déconstruire les mythes et pouvoir réussir à effectivement impacter les jeunes filles aussi bien en communauté que dans les écoles. Donc on peut vous donner la liste également de tous ces formateurs et formatrices qui ont été formés justement pour pouvoir accompagner toutes les autres structures qui veulent agir sur le terrain. Alors, il y avait encore quelques doigts. Alors, je ne vois pas le nom. Infinite Hot 7 Pro. Je ne sais pas c'est qui. Est-ce que vous pouvez prendre la parole? Oui, bonjour, Monsieur Alain. C'est Bertine de Gisèle Bénin. Ok. Bertine. Bonjour tout le monde. Merci à chacun de vous. J'avais plusieurs préoccupations, mais je pense que Madame Ziadat a répondu
à certaines questions. Et ma plus grande question est de savoir comment aborder, ou quelles sont les difficultés rencontrées lors des sensibilisations, parce que elle a parlé des sensibilisations dans les écoles. Donc, j'aimerais savoir, lors des sensibilisations, comment les élèves acceptent l'information et comment les sensibilisations se font. Est-ce qu'elle a des difficultés et comment elle arrive à gérer? Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième préoccupation, M. Moussier avait parlé de la sensibilisation à l'endroit des apprentis couturières, tout ça, mais je n'ai pas eu de réponse par rapport à cette question. Et ma troisième préoccupation, c'est les sensibilisations qui se font dans les lieux éculés, devant les hommes, par exemple, dans le mono. La question des menstrues est difficilement acceptée dans ces zones-là. Maintenant, je me demande comment pourra-t-on aborder ce sujet lors des sensibilisations pour ne pas, je ne sais pas, déranger ou pour ne pas vraiment passer à côté de l'idée initiale, pour ne pas blesser, mais essayer de trouver un moyen pour vraiment aborder de manière plus simple ce sujet lors des sensibilisations dans les lieux de vie. Merci. Merci beaucoup. J'ai bien noté. Alors, il y a Monsieur Stéphane Kenom qui a aussi levé la main. S'il vous plaît, nous sommes à l'étape, il est 10h25, nous sommes à l'étape vraiment des propositions d'action pour que nous puissions donc quelle suite donner à ce webinaire. Si vous avez des propositions concrètes à faire, on va les prendre pour que on puisse continuer donc la réflexion. Merci beaucoup, Monsieur Stéphane, vous avez la parole. Merci, Monsieur Alain. Non, j'ai pas de proposition dans ce sens. J'ai une préoccupation que j'ai également en question de discussion. C'est beaucoup plus celle de l'accès, de la qualité donc des serviettes disponibles. Parce que ça commence d'abord par là, la question de la gestion de l'hygiène menstruelle. Il faut que les gens, les personnes, nos mères et sœurs puissent avoir accès à des serviettes de qualité. Parce que la problématique même, lorsque par exemple on dit que toutes les 4 heures il faudra changer, les serviettes qui sont disponibles sur le marché aujourd'hui, par rapport à leur coût, connaissant le niveau de vie de nos populations aujourd'hui, en termes d'accessibilité, qu'est-ce que cela donne? Et donc, je voudrais bien savoir si quelque chose est fait dans le sens de faciliter l'accès, donc, d'accord, de nos mères et sœurs à des serviettes de qualité à des coûts abordables. Et cela permet, une fois que cette question est réglée, parce qu'il y a une multitude aujourd'hui de serviettes sur le marché et avec, ça vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a même des organisations qui, dans le cadre du marketing de certaines marques de serviettes, ont eu à démontrer que ces serviettes qui sont même acides sont cancérigènes, que ça crée beaucoup plus de dommages, et ainsi de suite. Donc, il y a cette problématique-là qui est très urgente. Je ne sais pas si quelque chose se fait dans ce sens. Et ensuite, je rejoins Monsieur Adeyni qui a posé la question donc des infrastructures, parce que quand on prend les apprentis autres là, qui ont déjà des moyens très précaires, et même si on les sensibilise, et que en termes de serviettes, elles n'ont pas du moins des produits qui sont à la mesure de leurs moyens, eh bien, ça pose véritablement un problème. Et donc c'est ce point-là que je voudrais aborder, attirer l'attention. Si quelque chose peut être fait dans ce sens que se fait, ce serait bien de partager cela avec vous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Stéphane. Il y a Madame Catherine Dakbouban. Madame Catherine, vous êtes là? Madame Catherine, est-ce que vous êtes là? Bon, elle ne me reçoit pas. Il y a
Monsieur Justin. Monsieur Justin? Peut-être c'est des mains qui étaient levées avant. Ah, d'accord, d'accord. Alors, Je suis là. Vous m'entendez? Oui, on vous entend maintenant, madame Catherine. D'accord. Oui, bonjour. Pour toutes mes excuses, je n'ai pas eu la connexion pour me joindre à vous dès le début. Et ce que j'ai pu suivre, cela m'a beaucoup intéressé et je pense que c'est réellement important d'approfondir le sujet et d'aller même à des propositions qui vont permettre le développement de tout ce qu'on est en train de faire là. C'est pourquoi je voudrais demander si le café a prévu qu'à la fin, il y ait l'enregistrement de tout ce qui est en train d'être dit actuellement. Oui, c'est enregistré, s'il vous plaît. Donc, nous vous rassurons. Oh, ok, merci beaucoup. Sinon, jusque-là, je partage toutes les interventions qui ont été postées aussi bien par nos sœurs que par d'autres intervenants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir avant qu'on ne redonne la parole à... je rappelle qu'il y a des propositions sur le chat, la mise en place d'un groupe WhatsApp, penser à un plaidoyer multisectoriel, aussi monsieur le chargé de programme dans la maison de la société civile, je crois que c'est monsieur Fiac, qui fait cette proposition-là. Donc, nous allons prendre toutes ces propositions. Mais est-ce qu'il y a encore des intervenants? On va prendre 2 personnes très rapidement avant donc de redonner la parole à monsieur Félix Adéinka et avant de conclure. Monsieur Justin? Monsieur Justin qui ne répond pas. Madame Grace, Chidi Kofouan, qui n'a pas parlé. Okay. Allô? Oui, allô? Bonjour monsieur, bonjour tout le monde. Oui, bonjour à vous. Je remercie tous les intervenants et aussi pour tous pour la problématique qu'on est en train de discuter parce que c'est une problématique importante. Par rapport aux propositions, je pense que certains aspects à mon sens, on va sortir d'ici, de ce café. Il faudrait déjà qu'on mette en place un groupe de plaidoyer. Parce que pendant longtemps, les actions ont été individuelles, les actions ont été disparates un peu sur le territoire. Donc, à mon avis, il serait intéressant de mettre en place un groupe de plaidoyer pour aller vers les pouvoirs politiques. Parce que ce que j'ai retenu après tout, c'est parce qu'il y a un manque de volonté de la part des décideurs afin d'accompagner réellement le processus. Donc, c'est ce que j'aurais proposé, moi. Et ensemble, qu'on puisse élaborer des outils, vraiment s'engager dans cette lutte. C'est ce que j'aurais proposé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Est-ce que il y a encore quelqu'un qui veut rapidement intervenir? Je vois un Phoenix S4. Je ne sais pas c'est qui se cache derrière ce portable. Un Phoenix S4. Ou monsieur Kalis, vous êtes revenu. Est-ce que vous avez des propositions concrètes? Oui, merci beaucoup. Je suis revenu, j'ai quelques propositions. Je pense que c'est un sujet très intéressant. Ça me fait un peu quelque chose quand on dit c'est
le ministère de la Santé qui s'en occupe. C'est vrai que c'est une question de santé. Ça aurait été beaucoup mieux, à mon avis, qu'on puisse avoir quand même une session au niveau du ministère de l'Éducation, notamment le ministère de l'Enseignement maternel et primaire et secondaire aussi, puisque c'est au niveau des écoles et collèges que nous avons une grande partie des jeunes filles qui ont besoin d'informations. L'autre l'a proposé tout à l'heure, il faut que cela même s'inscrive dans les curricula. Donc, je crois que ce serait mieux si on peut travailler à ce que les gens puissent comprendre et que le ministère de l'Éducation prenne une partie de la question, ce serait intéressant. C'est en cela même que je proposerais qu'au lieu que nous puissions travailler ici seulement, si on peut avoir un groupe WhatsApp, d'autres l'ont déjà dit, ce serait intéressant. Vous avez dit on peut avoir les manuels et que si on voudrait être formé, il y a un groupe de formateurs déjà disponible. Je voudrais savoir est-ce que c'est possible que vous puissiez nous donner les contacts de ceux avec qui on peut se rapprocher pour avoir les documents et que si au besoin, on pourrait également échanger avec eux, faire de programmes ou de renforcement des capacités parce que c'est tellement intéressant à mon avis. Puisque nous avons constaté même dans l'Atlantique, juste à côté, il y a beaucoup de filles qui quittent l'école simplement parce que quand elles ont eu leurs règles, les camarades commencent à se moquer d'eux. Et eux-mêmes, on a trouvé du sang dans ses jambes, on a trouvé du sang sur son kaki. La fille a honte et quand elle rentre, elle n'a plus envie de revenir. Donc c'est un sujet qui fait beaucoup de dégâts au niveau de nos jeunes sœurs. Donc il serait très intéressant si on peut même avoir l'occasion à un moment donné de se retrouver face à face et échanger, planifier des actions complètes. Ce serait vraiment salutaire à mon avis. Voilà ce que je voudrais et que surtout avoir les contacts de nos chers devanciers là pour pouvoir avoir les documents et les lire et aussi avoir si possible des renforcements des capacités. Cela permettra d'élargir le groupe. Merci beaucoup. Merci bien et très bonne suite de journée à vous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Kalis. Je crois que nous allons inviter aujourd'hui, avant de laisser la parole au grand frère Félix et à ma jeune sœur Ziadat, qui doit revenir sur les difficultés rencontrées au cours des séances de sensibilisation. Il faut dire, et je crois que le grand frère Félix l'a dit, il n'y a pas une étude actuellement, parce que dans les pays où on a développé un programme pour adresser cette problématique, au Sénégal, au Niger et ailleurs, il y a une étude qui est faite, qui fait le point des mythes, qui fait le point. Donc c'est pour répondre un peu à mon ami Yvan. C'est cette étude qui permet donc vraiment de mieux connaître donc les mythes, les contraintes. Je crois qu'il faut appeler le gouvernement, il faut amener le gouvernement pour que au plan national on ait aussi cette étude-là qui permette donc de mieux comprendre le phénomène dans notre pays. Donc sinon juste là on a des connaissances éparses par rapport à chaque groupe socio-culturel. Mais on n'a pas une idée de l'ensemble des mythes et puis des contraintes qu'il y a actuellement dans tout le pays. Donc, Monsieur Félix Adéinka, je vais vous retourner la parole pour que en 1-2 minutes vous puissiez donc revenir sur les différentes questions qui ont été posées, notamment sur la question de la qualité des serviettes, les difficultés qu'on peut rencontrer sur le terrain. Il y a aussi Monsieur Maussier est revenu sur les kits qui existent même dans certaines universités françaises. Moi j'ai aussi vu où lorsque la jeune fille en a besoin au niveau des toilettes, c'est comme les capotes, hein. Vous appuyez et puis vous avez les serviettes qui sortent. J'espère qu'on va en arriver là un jour.
Donc, Monsieur Félix. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a eu beaucoup de contributions et c'est la qualité des membres qui sont là-bas qui est exposée. Et je remercie tous ceux qui ont contribué. C'est ensemble, avec vos idées, les idées de chacun qu'on va y arriver. Il y a eu beaucoup d'autres questions qui sont en chat. Et pendant que j'interviens, vous allez les relire et peut-être les remonter. Vous avez parlé de la qualité des serviettes. Vous savez, c'est un produit. C'est un produit. Et je vous l'ai dit, on ne peut pas donner des directives. Je continue pas à dire, dans aucun pays, on ne donne pas de directives. Les serviettes sont comme les capotes, comme les préservatifs. Vous en avez à la pomme, fruits, je sais pas quoi. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez. Maintenant, ce qu'on peut recommander, c'est qu'il puisse y avoir une politique de subvention, de facilité pour que ceux qui fabriquent des couches comment on dit ça, à usage multiple là, on puisse en mettre à la disposition des plus démunis. Ceux qui ont l'argent peuvent acheter des couches il y en a de toutes les couleurs, de toutes les qualités. Mais il faut assurer une qualité minimale pour le plus grand nombre. Et c'est cela que la proposition des distributeurs de serviettes est la bienvenue. On connaît tout ça, on a fait le point. Mais c'est peut-être un modèle très avancé. Et il faut acheter les distributeurs, avec ça, on peut trouver d'autres stratégies pour atteindre un plus grand nombre de personnes. Ce qui est fait au Sénégal, c'est le coin GHM dans chaque école ou dans chaque classe, et on fait en sorte que dans chaque école, il y ait des pairs, ils appellent ça pairs éducateurs, enfin, des personnes, c'est peut-être la vendeuse, c'est peut-être le gardien de l'école, c'est peut-être quelqu'un à qui les filles vont se confier. Parfois même, les filles n'aiment pas se confier à leur enseignant de la classe. Elles préfèrent quelqu'un qui est à l'extérieur. Donc, dans chaque école, on essaie de trouver quelqu'un qui joue ce rôle-là. Et ça se passe très bien au Niger et au Sénégal. Vous avez parlé de la constitution de groupes de pression, je ne sais. Je pense que oui, c'est la réaction qu'on peut avoir sur le coup quand on a entendu tout ce qu'on a entendu là. Nous avons fait 2 réunions. Alain, vous avez piloté ces 2 réunions-là. Le dialogue de tous les acteurs qui interviennent dans le secteur. C'était en 2019 où on a mis à plat tout ce qui existe, tout ce qu'on fait et tout ce qu'on peut faire. La situation. On a eu une feuille de route bien élaborée. On va partager cette feuille de route-là. Si vous allez voir que même si on fait d'autres réunions, on ne peut pas trouver mieux que ça aujourd'hui. C'est la mise en œuvre. Et quand on a dit que c'est le ministère de la Santé qui porte ça, je vous assure, un seul point de cette feuille de route n'a été exécuté, si ce n'est que la structure qui a financé, qui est revenue faire la formation des formateurs. Donc, tout se trouve au niveau du centre de décision qui devait être gouvernemental, qui doit être gouvernemental. Et c'est là-dessus qu'on ne trouve pas de répondants. Moi, je suis d'accord qu'on crée un forum WhatsApp pour qu'on continue. On en a créé, hein. Il y a 3 ou 4 forums WhatsApp qu'on a créés pour continuer la discussion. Mais s'il n'y a pas le porteur engagé, nous avons des gens du ministère de la Santé, mais peut-être c'est leur niveau de représentativité qui fait que eux-mêmes disent, bon, là-bas, ils ne sont pas écoutés et que tout ce qu'on a proposé là, si ça, ils en parlent là-bas et que c'est pas retenu. Ce qu'il faut faire, c'est peut-être porter le message à un niveau plus élevé. Et si ce débat-là était fait à une télé, par exemple, peut-être qu'il y aura plus de monde qui serait informé, qui serait sensibilisé. Et je vous assure, les autorités ont une cellule qui dépluche, qui scanne tout ce qui se fait sur les télés, dans la presse aujourd'hui. Peut-être c'est porter le débat à ce niveau. On l'a déjà fait plus 2 ou 3 fois et chaque fois, le retour qu'on a, quelqu'un nous souffle au niveau du conseil des ministres. Ah, ce que vous avez dit là, on en a discuté rapidement, mais il n'y a pas un porteur, il y a personne pour défendre et je comprends les autorités, ils ont tellement de priorités
tout est prioritaire aujourd'hui et qu'ils pouvaient penser que le sujet qui nous rassemble aujourd'hui est moins prioritaire que d'autres choses. Voilà mes préoccupations. Je suis d'accord, on va poursuivre à travers un forum, mais je voudrais demander aussi à la maison de la société civile, en attendant que le fonds qui veut mettre beaucoup d'argent, le Fonds mondial pour l'assainissement, qui veut mettre de l'argent à la disposition du Bénin, puisse s'exécuter, puisqu'on attend qu'on lance ce fonds-là. C'est déjà lancé qu'on lance les soumissions pour que le Bénin puisse voter. Et que, en attendant cela, il faut que la maison de la collectivité et la maison de la société civile puisse organiser un autre débat et un autre café comme ça en live, puisque ça permet, c'est vivant, c'est mieux que le forum. Dans une semaine ou dans 2 semaines, je propose que la maison organise un débat comme ça où on décortique la feuille de route qui a été élaborée, qu'on voit quelle part la société civile peut prendre dans cette feuille de route et peut-être actualiser cette feuille de route pour la rendre plus opérationnelle. Voilà un peu ce que je veux proposer. Merci beaucoup au grand frère Félix. Merci beaucoup. Ziadat, est-ce que tu es encore là? Ziadat, Oui, est-ce que tu peux là. très rapidement sur les difficultés rencontrées au cours des séances de sensibilisation? Oui, bien sûr, merci beaucoup. Les difficultés majeures que nous rencontrons souvent lors des séances de sensibilisation, d'abord, premièrement, c'est parfois les directeurs des CEG, parce que au premier abord, quand nous sommes là pour vous parler de menstruation, beaucoup ne sont pas assez ouverts, ils ne voient pas directement l'importance ni la pertinence de cette thématique-là. Pourquoi en parler aux jeunes filles? Mais à force de leur expliquer et tout ça, on arrive quand même à leur convaincre de la pertinence de cette thématique-là. Mais le plus important, c'est lors de la sensibilisation avec les élèves. Parce que souvent, quand on fait les sensibilisations, nous tenons à rassembler, que ce soit les jeunes filles et les garçons, pour la première phase de la sensibilisation générale sur l'hygiène menstruelle et sa gestion. On remarque souvent que quand on commence à parler, les garçons, ils utilisent des expressions qu'il ne faut pas, ils commencent à rigoler. Surtout quand on pose des questions aux jeunes filles et que les garçons sont présents, elles sont assez sceptiques et réticentes et ne veulent pas vraiment répondre à cause de la présence des garçons. Et c'est un peu compliqué, mais l'objectif c'est de les amener à affronter et amener aussi les garçons à comprendre que nous ne sommes pas là pour qu'ils puissent se moquer des jeunes filles. Et c'est parce que nous savons qu'ils sont aussi, à part le fait d'être des garçons, ils sont des frères, des sœurs, ils sont appelés à être des parents et ils doivent être aussi des porteurs d'informations et accompagner ces jeunes filles-là lorsqu'elles sont... Allô? Oui, on te reçoit, Ziadat. Ah, ok, il y avait un peu, donc c'est pour ça que je me permets. À être des porteurs d'informations et à épauler ces jeunes filles-là. Et on a toute une stratégie de communication qu'on essaye de mettre en place, de sorte à mettre à l'aise à la fois les jeunes filles et les garçons pour pouvoir échanger sur la thématique. Donc, c'est un peu la manière dont on fonctionne lors des différentes sensibilisations. Donc, on retient qu'il y a 2 phases. Il y a une phase où les garçons et les filles sont ensemble, et après, vous prenez les jeunes filles dans une deuxième séance. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est lors de la deuxième phase maintenant qu'on essaye d'approfondir vraiment le sujet et on essaye de sensibiliser les jeunes filles sur comment se changer, comment s'entretenir, comment prendre soin d'elles-mêmes, comment calculer leur cycle et tout ça. Donc, c'est un peu comme ça fonctionne. Merci beaucoup. Je crois avant de... il y a eu beaucoup donc de
de contribution et tout, avant de faire le point. Je voudrais dire que c'est une problématique assez complexe parce que on a beaucoup parlé des toilettes, des ouvrages et tout ça, mais c'est important déjà que dans les écoles, dans les marchés, qu'il y ait de l'eau potable. Je crois que sans l'eau potable, on ne peut pas efficacement donc faire face à cette problématique. Ça veut dire que nous avons encore beaucoup d'écoles qui sont sans eau potable. Nous avons beaucoup de centres de santé qui sont sans eau potable dans les marchés parce qu'il faut se laver les mains. Donc, je crois que c'est important aussi d'attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité d'abord donc que l'eau potable soit disponible avant de pouvoir donc parler de cette problématique-là dans les écoles. Donc, il faut s'assurer que l'eau est vraiment disponible. Alors, nous tendons vers la fin du webinaire. Je voudrais, avant donc de conclure et de faire le point, de tenter de faire le point donc de ce qui a été dit, donner la parole au chargé de programme donc de la Maison de la Société Civile, Monsieur Fiacre, qui est avec nous et qui a aussi entendu avec nous, qui a suivi les différentes réactions des uns et des autres. Je vous ai dit que ce café média a été donc est organisé par la Maison de la Société Civile en collaboration avec le cadre de concertation des acteurs non étatiques donc de l'eau et de l'assainissement, mais aussi de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement, JVE, qui organise cet après-midi, je crois, il y a des activités à CEG d'Antropa. Donc, pour ceux qui veulent donc se joindre donc à l'ONG JVE, je crois que il y a une activité concrète qui va donc se tenir cet après-midi donc au CEG d'Antropa. Il y a aussi Ziadat qui annonçait aussi qu'il y a des activités donc que son ONG donc organise. Alors, Monsieur Fiacre, est-ce que vous voulez prendre la parole? Nous dire un peu quelle sera la suite du webinaire. Oui, merci Alain, merci pour ta disponibilité et ton engagement pour cette thématique depuis plusieurs années déjà. Merci à tous les membres du CANEA, à Monsieur Félix Ademi, pour l'accompagnement au quotidien pour les associations béninoises. Comme il a mentionné, ils ont formé récemment. Il y en a une disponible à la Maison de la Société Civile également, qui pourra, à l'instar de ses pairs dans les autres institutions, accompagner les OSC. L'objectif, c'est que les associations s'intéressent vraiment à cette question essentielle et puissent en faire une question majeure dans les actions qu'elles développent, dans les projets qu'elles portent. Et pour cela, nous allons travailler, comme M. Adinka l'a suggéré, d'ici 2 semaines en concertation avec toi, Alain, le CANEA, JVE et d'autres experts, maintenir le cap pour poursuivre les discussions, les échanges sur le sujet. Nous pensons que c'est un sujet qui doit être abordé sur le plan multisectoriel afin de faire bouger les lignes. Le ministère de la Santé, oui, mais le ministère des Affaires sociales également, le ministère les ministères de l'Éducation, tant au niveau de la maternelle, du primaire, du secondaire que de l'université. Donc, la maison va travailler à mobiliser déjà la documentation disponible et à les partager avec tous les acteurs ici. Vous voudrez bien envoyer tout ce que vous avez comme documentation ou même liens, si possible, des liens pour suivre des éléments sur Internet afin qu'on puisse les diffuser largement pour commencer par sensibiliser. On pourra, dans nos prochaines réunions, définir après une démarche, une feuille de route pour un plaidoyer qui puisse atteindre les autorités. On pourra aller peut-être vers des tables rondes de haut niveau, mais il faut de petites actions d'abord pour déclencher ces autorités-là à divers niveaux afin d'avoir des résultats assez objectifs. Parce que le sujet, tant en milieu urbain que rural, touche tout le monde.
Même la ministre est touchée, même le ministre est touché. Donc, on doit trouver les bons mots. Une ministre, elle a également des enfants qui sont touchés. Conduit ensemble un plaidoyer. Je voudrais compter sur la ici présente pour qu'on puisse proposer des actions assez fortes pour pouvoir y aller. Des associations également, des créneaux sur les médias, sur les radios pour partager des informations. Je commence à la connaissance, à l'information donc dans les écoles, dans les centres de santé, dans les centres d'apprentissage en communauté. Il y a donc l'accès aux ouvrages un complément d'information à faire. Oui, rapidement, grand frère. Excusez-moi, puisqu'il y a des intervenants de Centrafrique, du Cameroun qui ont souhaité, je veux leur dire notre disponibilité à Kanoya à les accompagner et qu'on pourra les intégrer dans toutes les discussions qui vont se faire. Autre chose, j'avais dit que les ne s'engagent pas. Je voudrais reconnaître que le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a mis en œuvre une partie de la feuille de route. J'avais dit que ça n'a pas connu de début d'exécution. Je dois reconnaître ou féliciter le ministre qui a donné des instructions fermes pour que des actions puissent être menées. Je ne sais pas où ils en sont, mais je dois avouer que de ce côté-là, quelque chose pourrait bouger ou aurait déjà bougé. Merci. Merci beaucoup. On ne t'entend plus, tu es en mute, hein? Allô, je n'entends plus rien. Oui, Alain, tu es en mute, on ne t'entend plus. Est-ce que vous me recevez maintenant? Oui, c'est bon, c'est bon. Okay. Alors, je remerciais donc tous les participants et tous les panélistes. Pour conclure, je dirais que aujourd'hui, donc à travers cette discussion, tous les participants ont reconnu donc la pertinence et l'importance donc du sujet de cette problématique-là, qui touche bien les jeunes filles aussi bien en milieu 2 heures de temps, ils sont restés connectés. Donc, qui touche donc les jeunes filles et les femmes aussi bien en milieu scolaire, en milieu professionnel comme en communauté. Nous avons aussi reconnu que le problème est vraiment préoccupant. Il y a beaucoup d'obstacles. Il y a l'accès à l'information, à la connaissance. Il y a l'accès aux ouvrages adéquats. Il y a l'accès donc aux produits, la gestion des déchets issus donc de l'utilisation des serviettes hygiéniques. Je crois que avec les propositions qui ont été faites, je crois que beaucoup attendent qu'on continue la réflexion, qu'on fasse un plaidoyer donc en direction donc des autorités ministérielles à divers niveaux, qu'on s'engage et que qu'on amène également cette problématique qu'on en fasse un débat public. Alors, qui nous permettra de faire le point donc de la feuille de route qui avait été élaborée au terme donc du dialogue des partenaires qui a eu lieu en 2019. Alors, je crois que c'est important. C'est important. Il s'agit donc de la vie de nos enfants. Il s'agit de leur avenir. Il s'agit de leur éducation et de leur santé. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Merci à la Maison de la Société Civile. Merci au CANEA. Merci à JVE. Et rendez-vous donc pour un prochain webinaire avec la contribution donc des auteurs
et bon après-midi et bonne célébration de la journée, de cette journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Chacun de nous doit être un acteur de changement et nous espérons que chacun autour de lui va contribuer effectivement à déjà poser un acte pour que nous puissions, avec nos petites actions, donc apporter les changements. Merci beaucoup à chacun et à tous. Merci Alain. Merci Patrice.